Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Michael Mancini du studio Secli, mais également de Moguri de Médoc, et nous allons parler d'un succès français sur Kickstarter, un jeu qui s'appelle Galactic Princess. Bienvenue dans Extra Life. Alors, Michael, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de ton projet, nous faire le pitch Galactic Princess, c'est quel jeu exactement? Ça se joue comment? Ou ça va se jouer comment? Galactic Princess, c'est un jeu qui se joue dans l'espace. On est un contrebandier de l'espace et on contrôle son équipage. On crée son vaisseau, module par module, c'est-à-dire qu'on va créer les pièces de son vaisseau soi-même. On va placer sur ces modules les moteurs, les armes, les équipements. Et suivant comment on a placé les moteurs et comment on a agencé les pièces de son vaisseau, la physique du jeu, ça va se répercuter sur les mouvements du vaisseau. C'est-à-dire que si je place un moteur en haut, ça va faire bouger le vaisseau dans un sens. Donc oui, si tu mets tous les moteurs du même sens, par exemple, il va tourner comme ça sur lui-même. Indéfiniment. C'est le genre de truc que tu pourrais faire. C'est complètement... En disant, mais c'est quoi l'objectif du jeu? Je comprends pas, Je plaisante. Et une des autres composantes assez fortes de Galactic Princess, en dehors de créer son vaisseau, c'est de gérer son équipage. Voilà, c'est la dimension extérieure, mais aussi à l'intérieur, où tu recrutes ton équipage. Et tu auras même. Est-ce que tu as la possibilité d'incarner du coup un personnage? On incarne le capitaine du vaisseau. Et tout son équipage, on n'incarne pas son équipage, mais on peut les contrôler, leur dire d'aller travailler sur tel ou tel module, de dire ce personnage-là va travailler sur l'armement du vaisseau, l'autre va travailler dans l'infirmerie, etc., etc. Il est possible aussi d'aller aborder les vaisseaux adversaires pour capturer carrément les membres de l'équipage adverse, les réduire en esclavage. Ouais. Est-ce que tu peux du coup sympa. Les convertir et voilà. faire en sorte qu'ils acceptent de faire partie de ton équipage, mais de façon, sans avoir le flingue sur la tempe? En fait, pour convertir un esclave, il faut déjà le capturer, le mettre dans une prison, et on a une sorte de jauge de loyauté. Okay. Et quand cette jauge de loyauté atteint un certain chiffre, le membre de l'équipage va être automatiquement converti. Ok. Donc tu lui lèves le cerveau, ou alors ça se passe comment exactement pour le convertir? Ça se passe avec le temps par rapport au nombre de temps qu'il a passé dans la prison, s'il a survécu, si on l'a bien alimenté. Il y a des ressources, il y a des statistiques comme la jauge de faim, la jauge de loyauté. En dehors de la prison, pour convertir quelqu'un, il est aussi possible de leur mettre carrément des colliers explosifs, comme certains films. Ça, c'est les bonnes techniques. Ça, s'ils se rebellent, ils explosent et ils restent avec nous. Et du coup, j'imagine qu'il y a plein de petites références aux films de SF, à la pop culture, peut-être à d'autres jeux. Est-ce que tu peux nous citer 2-3 univers qui t'auraient influencé? Dans la SF, le plus grand film, le plus grand univers, oui, c'est effectivement Star Wars. Mais il n'y a pas que Star Wars. Il y a aussi, il y a tous les stars, mais il y a aussi Futurama. C'est des univers tellement riches, je peux pas tous les citer, quoi. Mais il y a Harlock, enfin, plein de choses. Mais il n'y a pas que la SF. Il y a aussi la fantasy, parce que je trouve que une des forces de Star Wars, c'est d'avoir intégré dans son scénario et dans son univers des éléments de fantasy. C'est par exemple dans Star Wars, il y a des chevaliers Jedi, il y a des sabres, il y a un peu une sorte de magie qui est la force. Et c'est vraiment une volonté que j'ai envie de faire, c'est de mélanger l'ASF et la fantasy. Dans un même univers. Tu auras également la possibilité dans ton équipage de recréer des créatures qui ne seront pas humaines. Oui, bien sûr, il y a une douzaine de races, c'est encore amené à évoluer. Ça peut aller des nomades à des créatures plus fortes, plus aliens. Enfin, il y a beaucoup de races. Et en termes d'inspiration, donc là, les univers, on a vu des univers qui te branchaient, tout ça. Mais en termes d'inspiration, jeux vidéo. Pour Galactic Princess. En jeu vidéo, souvent ça a été cité Faster Than Light, FTL. Mais ça c'est plus pour les phases de combat rapprochées, parce que dans Faster Than Light, il n'y a pas cette dimension où la physique intervient. Dans Faster Than Light, on va se déplacer de zone en zone sans pouvoir vraiment contrôler son vaisseau. Là, on peut vraiment placer ses moteurs et influencer sur la direction du vaisseau, un peu comme dans Kerbal Space Program, où la physique intervient vraiment, quoi. Et c'est aussi un jeu de survie. Comme Don't Starve Don't Starve ou Project Zomboid, où c'est vraiment dur de survivre, quoi. L'univers est impitoyable. D'accord. Alors,
Ouais, Vas-y, pardon. Non, mais je t'en prie. Je fais qu'à parler. Du coup, tu auras des mécaniques de permades, etc., comme dans... Enfin, des mécaniques roguelike, en fait. Oui, voilà, tout ouais. simplement. Quoi. Mais il y a aussi un système de sauvegarde, donc même si on meurt, on peut toujours... D'accord, il y aura toujours la arrière. possibilité de... Ok. Voilà. D'accord. Et alors, donc le jeu a été financé... Il a été kickstarté. il a Tu été vas pouvoir nous en kickstarté. parler un petit peu. Donc, il a été kickstarté, en fait, avec succès le 16 mars 2014. Donc, 20 000 livres avaient été demandés. Vous en avez récupéré 34 180, ce qui fait 170% au niveau du funded. Et donc, vachement bien. Ouais, c'est Ça s'est génial. passé comment? Parce que toujours, il y a cette question. Vous êtes un studio français. Ouais. Normalement, les studios français n'ont pas forcément complètement accès à Kickstarter. Donc, vous êtes passé par un éditeur étranger? Non, on a tout fait nous-mêmes. En fait, Ouais. on a été obligé de créer une société en Angleterre Ouais. pour pouvoir passer à travers Kickstarter. D'accord. Et mais c'est génial d'être sur Kickstarter parce qu'en fait, on a toute une communauté déjà de gens, de fans carrément, qui sont déjà là, qui peuvent nous donner des feedbacks, qui peuvent nous aider à améliorer le jeu en fait. Et tout parce que être sur Kickstarter, c'est quand même un investissement de temps considérable. Tout le temps qu'on est sur Kickstarter, on n'est pas lent à développer le jeu. Mais une fois que la campagne Kickstarter est finie, c'est un temps qu'on n'est plus obligé. En fait, on a la sécurité on sait déjà qu'en fait, il y a déjà Vous des avez gens un qui nous public. supportent Ouais. et on n'est plus obligé de passer notre temps sur le marketing. On peut vraiment se concentrer sur le jeu et donner des infos et des retours aux gens, quoi. Comment s'est passée justement la création de cette communauté? Parce que bon, le fait d'arriver sur Kickstarter, c'est bien. Mais Ouais. ensuite, il faut tout de suite, on a un mois pour pouvoir financer son projet. trop court. On sait que très souvent, les 2 premiers jours sont très très importants. À partir du moment où il n'y a pas une rentrée d'argent immédiate, les gens, lorsqu'ils se connectent sur la page Kickstarter, ils voient, oh, là, c'est celui-là, il va jamais se faire. Et donc du coup, ils investissent pas. Donc ça s'est passé comment justement le lancement de cette campagne et est-ce que tu peux nous donner un petit peu les clés de son succès? Bah, le lancement de la campagne, en fait, ça se prépare bien en amont. Il nous faut déjà beaucoup de ressources, que ça soit graphique ou écrite, pour bien expliciter le jeu. Et mais ça se passe effectivement en quelques jours, mais c'est comme je viens de le dire, c'est un travail en amont qui prend beaucoup de temps. Ouais. Au niveau Donc, de la communication, vous êtes quoi parti? Une fois que vous avez lancé le truc, vous êtes parti sur Internet. Ah, salut les mecs, regardez, cliquez sur le lien. Tac, J'aime pas trop aller sur les forums pour me vendre parce que j'ai déjà vu des gens qui le faisaient. Ouais. Et souvent, quand tu t'introduis, quand tu vas dans un forum de quelqu'un, il est très méfiant. Ouais. À part si c'est un forum que tu connais déjà Ouais, bien ou sûr. que tu as déjà une communauté. Alors, j'ai pas fait ça, mais j'ai eu la chance d'avoir des gros sites qui ont parlé du jeu. Ouais, mais d'ailleurs, c'est comme ça que nous, on a entendu parler du jeu. C'est moi je surfais sur Internet comme ça, et tiens, il me semble que c'était sur Kotaku. Oui, je sur crois. Kotaku, on a eu Sur- Kotaku, ouais. c'est absolument génial. Ils ont fait 2 articles sur le jeu. Un au début et puis un pour annoncer la campagne Kickstarter avec notre nouveau trailer, avec des images du gameplay. Et j'avais vu Et, ça, du coup, j'ai cliqué, tu vois, tiens, c'est français. J'ai dit, ah, tiens, bah, attends, vas-y, on va les appeler. Ouais, Et donc, d'accord, très bien. Alors, il y a une question aussi qu'on pose souvent, parce que nous, souvent, on reçoit des devs qui sont notamment passés par le financement participatif. Comment est-ce que tu estimes le montant du projet de base? Comment est-ce que parce que on a eu des gens qui sont passés par là et qui ont demandé des grosses sommes, des sommes un petit peu hallucinantes. Cube, par exemple, Bah, c'était 250 000 $. 250 000 $, c'est beaucoup. Alors après, le jeu, j'espère qu'il va être bien. D'ailleurs, je crois qu'à l'heure actuelle, il est peut-être financé. Il doit rester quelques années. Je peux dire qu'à l'heure actuelle, au moment de la diff, c'est financé. C'est financé, ouais, c'est bon. excellent. Et mais par exemple, voilà, il demandait beaucoup d'argent, et là pour Galactic Princess, c'est beaucoup plus modeste. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour estimer? Déjà, c'est par rapport au nombre de personnes qui travaillent sur le jeu. Le financement de base, c'était 6 mois, je travaillais tout seul sur le jeu. Je sais que le Planet Cube, ils sont au moins 8, et c'est conséquent. Il faut quand même, il faut les nourrir, ces personnes. Enfin, ils travaillent, ils ont besoin d'être rémunérés. Voilà, c'est essentiellement par rapport au nombre de personnes. Après, il y a plein de choses à payer. Par exemple, la musique, je vais pas la faire moi-même. On va devoir payer des musiciens. Il y a tout un tas de frais annexes qui sont c'est un peu imprévu en fait. Il faut passer un certain temps sur la programmation, un certain temps sur les graphismes. Effectivement, c'est pas facile, mais la règle générale, c'est
comment je vais faire mon jeu, avec combien de personnes et en combien de temps. Ok. Et donc du coup, donc Secli, tu es tout seul derrière ou il y a d'autres gens quand même? Je suis tout seul, mais je suis aidé par des par des amis, quoi. Mais essentiellement, c'est quand même moi qui ai fait le jeu tout seul. Okay. On parlait tout à l'heure aussi des clés du succès de ces campagnes Kickstarter. Tu m'avais pas tout à fait répondu. Moi, j'ai déjà un petit indice. Moi, je trouve que le trailer en fait du jeu, tout simplement, il déchire. Et la musique en particulier, elle déchire. Voilà, Dinatron. Et donc c'est juste fantastique. Tu peux nous parler un petit peu de lui? C'est qui? C'est un Français? C'est un... Dinatron, c'est un Néerlandais. Ouais. Et je lui ai envoyé un mail pour savoir si simplement je pouvais utiliser sa musique. Et il m'a tout de suite dit oui, gratuitement en plus. Moi, je m'attendais à devoir payer une somme extraordinaire pour cette musique géniale. Et non, il a tout de suite dit oui, pas de problème. Mais tu lui avais montré des images de... J'avais déjà fait le site, j'avais pas du tout le trailer. Et quand il a dit oui, je me suis dit bah, c'est parti, on fait le trailer, on va faire des images. Et je me suis acharné pendant pas mal de semaines à bien synchroniser toutes les séquences avec la musique pour lui rendre hommage. Parce quand tu vois le trailer, t'as qu'une envie, c'est de mettre la main sur le jeu. Tu vois, t'es là, genre, c'est parti, vraiment, c'est clair. Il y a un petit ton quand même. Quand on se mate le trailer, il y a quand même un petit ton décalé, un petit peu humoristique. Oui. C'est volontaire. C'est ce que. Oui, c'est volontaire. Il y a vraiment une volonté de faire de l'humour parce qu'en fait, j'ai envie de faire des références à des univers comme Star Wars, Futurama, Harlock, mais il faut le faire avec un certain second degré. En fait, il faut pas plagier, quoi. Donc, les moyens de faire une parodie, en fait, c'est soit l'humour, soit la drama, quoi. Et j'ai envie de faire un peu des deux. D'accord. Mais c'est vrai que dans le trailer, on sent surtout un peu le côté humour, même dans la description du jeu. Il y a des descriptions des races qui sont vraiment loufoques et c'est une voie qu'on a envie de continuer d'explorer. Et du coup, moi, ce qui me plaît également énormément, c'est le style graphique du jeu. J'aime bien ce style cubique et longiligne qui me fait penser à un jeu que j'adore qui est Sword and Sorcery. Comment est-ce que tu as choisi ce style et est-ce que donc c'est un style que tu pratiquais auparavant ou que tu as défini pour ce jeu en particulier? Ça s'est passé comment exactement le choix de cette DA? Moi aussi j'adore Sword and Sorcery, c'est magnifique, c'est super beau et j'ai eu aussi envie d'explorer cette zone-là. Mais le style va évoluer. Parce que beaucoup de gens comparent le jeu à Sword and Sorcery graphiquement et ça me dérange un peu. J'ai envie que vraiment on ait une vraie identité. Donc on va le faire évoluer un peu, mais ça va rester en pixel art avec des persos assez longilignes, avec des petites têtes, enfin ce genre-là. Mais oui, ce qui est bien avec le pixel art, c'est que ça laisse la place à l'imagination. En fait, on se dit, oui, le perso, il a peut-être cette tête-là, il fait peut-être... voilà, tu peux te projeter, des choses de toi sur le personnage. Directement dans le jeu, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, est-ce que tu as pour projet de développer une sorte de petite dimension multijoueur, qu'elle soit asynchrone ou non, ou est-ce que ce sera uniquement solo? Alors, dans les stretch goals, il y avait le multijoueur. Malheureusement, on l'a pas atteint. Bon, il était vraiment élevé, ce stretch goal. Mais récemment, j'ai fait des tests pour le multijoueur. Alors, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Il y a moyen de faire des choses, mais moi, ce que je voulais au départ, c'était de faire une sorte, pas de MMO, mais tout le monde est sur la même serveur, comme Minecraft. Tout le monde est sur la même serveur et on participe tous ensemble à l'évolution du jeu. C'est quand même très très lourd en termes de gameplay, en termes de code pour mettre en place ce genre de mécanisme. Alors ce qu'on va faire, quelque chose d'un peu moins ambitieux pour le multijoueur. Et ce qui serait vraiment possible et réalisable de faire, c'est plus des arènes en fait. Je crée mon vaisseau et je vais affronter tel ou tel adversaire. D'accord. Et mais est-ce que par la suite, en fonction du succès commercial du jeu, on peut imaginer, rajouter des features en plus, ou d'une manière générale même continuer à faire vivre ce jeu après la sortie, parce que de nos jours c'est quelque chose loin, parce que là c'est décembre 2015 déjà pour le jeu lui-même. Et tu parles de DLC déjà? Non, c'est pas forcément de DLC, mais tu sais, il y a des devs qui sortent un jeu et qui continuent à le faire bien sûr, évidemment, de manière gratuite, parce que à l'heure actuelle c'est notamment comme ça qu'il faut faire pour. C'est une de mes réelles volontés de continuer à travailler sur le jeu même après sa sortie, s'il est joué. S'il y a personne qui y joue, j'arrêterai, je passerai à autre chose. Mais là, tel que c'est parti, je pense que déjà tous les backers qui sont derrière toi, tous les backers qui sont derrière moi, ils sont plus de 2000, c'est extraordinaire, quoi. 2000 personnes qui supportent le jeu, ça me motive à 300% à faire un jeu vraiment top. Et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est
c'est d'aider les gens au mode support en fait. Si jamais il y a quelqu'un qui a envie de faire un mode, qui me contacte, il y a pas de problème, je lui dirais ouais tu peux faire ça, va bidouiller cette ligne de code, tu peux faire ça comme ça. D'accord. Donc tu vas donner un petit peu, ça va être open source hein, le projet, comment ça va se passer? C'est où tu auras un éditeur potentiel de quelque chose de niveau Bah ça sera un peu entre les deux en fait. J'ai envie de faire quelque chose d'open source mais que les gens puissent le comprendre facilement, que ça soit à la portée. Alors ça va passer à travers déjà un code très commenté, enfin accessible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Tu es arrivé comment dans le jeu vidéo exactement et quelles sont tes premières références? Les jeux qui t'ont le plus marqué, genre tu viens d'où en termes ludiques? Mon premier souvenir de gamer, c'est Kung Fu Master sur Game Boy. J'ai joué récemment, mais il est extrêmement dur. Je comprends pas comment je suis devenu mauvais avec le temps, parce que c'est pas possible. Et sinon, j'ai passé beaucoup de temps sur Diablo 2. J'ai des souvenirs de LAN, de Counter-Strike extraordinaires, de Quake, de plein de jeux. Un de mes premiers jeux PC, c'était Age of Empires. Age of Empires, c'est non vraiment, je peux en parler longtemps. Je sais pas si on a le temps. T'es un joueur. Je suis un joueur assez compliqué. Par contre, mon gros défaut, c'est que je joue à tellement de jeux que je les termine pas trop. Oh, mais c'est pas particulier, parce que je crois que tu peux avoir des stats, notamment sur Steam, et c'est quoi les stats je sais pas exactement, il me semble que justement, il y en a eu des nouvelles qui sont tombées récemment, qui prouvent que oui, il y a très peu de jeux. Ouais, le backlog, surtout avec les bundles qu'on peut acheter. C'est ça, c'est de plus en plus. Il y a un jeu qui nous plaît, les autres on dit ouais, ils sont peut-être bien, et au final, on n'y joue pas forcément. Mais nous-mêmes, testeurs de jeux vidéo, on joue très rapidement. Quand on doit tester un jeu, c'est un quart d'heure, 20 minutes, et puis. Mais vous inquiétez pas, pour le développement, j'irai au bout. C'est pas. Les jeux et le développement, c'est pas exactement la même chose. Et juste d'ailleurs, pendant que tu parles de ton expérience dans le jeu, ton jeu me fait aussi penser à un autre jeu qui était sorti sur DS, et je me demande si tu y as joué, qui s'appelait Infinite Space. L'excellent, parce que tu as oublié de rajouter. Oui, l'excellent Infinite Space de Infinite Space, je crois pas que j'ai eu cet honneur. Non, mais attends, c'est bien Infinite Space. C'est Infinite Space sur Infinite de Platinum sur DS. Exactement. Ça te dit quelque chose? Je ne connais pas, je vais regarder. D'accord, c'est l'excellent ça. C'est l'excellence Infinite Space. Okay. Parce qu'il y a aussi ce côté, tu vois, tu gères un peu ton équipage, il y a des abordages de vaisseau à vaisseau, mais les déplacements se gèrent un peu comme dans Faster Than Light, ouais, voilà, c'est pas Et puis tout ça mis à la sauce RPG. D'accord. Voilà. Et bah, RPG, c'est ouais. J'ai un prochain jeu à jouer, quoi. Et tu peux préparer pas mal d'heures parce qu'il est assez long. D'accord, ok. Est-ce que du coup, tu es en contact justement un petit peu avec la communauté de développeurs indés, alors que ce soit par exemple, je sais pas, le créateur de FTL, est-ce que tu as eu l'occasion de discuter ou de le rencontrer, ou d'autres gens en France? Est-ce que tu fais partie comme ça un petit peu d'un pool ou tu es plutôt isolé? Moi, je suis assez isolé. En fait, j'ai peur de les contacter pour qu'ils me disent espèce de tu les plagies, tu me plagies, pourquoi tu fais ça? Non, j'ai un peu peur, mais par contre, si on veut m'envoyer un message, je réponds, il y a pas de problème. Mais je suis pas encore assez fort pour aller les voir. Tu auras l'occasion ensuite, peut-être, est-ce que tu as pour projet d'aller présenter ton titre sur des salons, que ce soit à l'étranger ou en France, justement pour commencer à le montrer et que les médias puissent en parler et te confronter aux avis d'autres développeurs? Récemment, on m'a demandé d'aller à la GDC, mais c'était un peu trop récent, c'était en pleine campagne Kickstarter, donc je ne pouvais pas. Mais ouais, j'irai bientôt, mais j'ai pas envie de passer mon temps sur les salons. Il faut développer le jeu, c'est ça le plus important, quoi. Mais comme là, la date de sortie pour décembre 2015, c'est encore du temps. Mais le jeu est très ambitieux. Donc il faut trouver l'équilibre. Mais oui, il faut faire parler de comment on t'entend du coup, vu que tu es un peu tout seul là en ce moment? Est-ce que tu passes 100% de ton temps ou est-ce que tu fais quelque chose d'autre à côté? Je passe 100% de mon temps sur le jeu. À savoir que pendant la campagne Kickstarter, c'est énormément de communication. J'ai un peu de mal à écrire des mails, surtout en anglais. Donc ça prend du temps. Maintenant que c'est passé, on est à fond dans le code, on est à fond dans le jeu, dans les graphismes, et c'est là que c'est bon, quoi. Ça me fait plaisir. Bien. Donc c'est vraiment ce que je me demandais après ces campagnes Kickstarter qui souvent sont séparées de la sortie du jeu d'assez longtemps. En fait, là, on le voit, il y a beaucoup de trucs. Et doit y avoir ce côté être content d'enfin aller vraiment dans le développement et lâcher d'autres trucs. Mais il y a aussi tout peut-être cet engouement qui est autour du jeu pendant la campagne Kickstarter et qui s'arrête après. C'est pas un peu après, il faut s'y mettre, tu peux l'entretenir, mais c'est quand même quelque chose, qui s'arrête d'un coup. Il faut garder la motivation sur une période qui est assez longue. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses gérer sans problème, ça, ou?
Là, honnêtement, la campagne Kickstarter, elle est finie. Ouais. On va mettre un frein un peu à la communication. On a l'argent, on sait que le projet, il y a des gens que ça intéresse. Donc maintenant, il nous faut le jeu tel qu'on l'a promis. Quoi. Ouais, d'accord. Mais forcément, l'engouement va retomber. On peut pas. Il y a toujours un buzz. Et puis après, ça retombe. Ouais. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bon jeu. Et le buzz, il reviendra à la sortie du jeu en décembre 2015. Est-ce que d'ici là, tu comptes lâcher du trailer il faut faire un petit planning média. Il y aura de l'early access. Ouais, non, même pour nous, pour une news 100%, tu vois. Ouais, pas de problème. Non, mais il y a une bêta qui est prévue pour 2014, fin 2014. Ouais, et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est un peu de Twitch. Ne serait-ce que des vidéos où je joue au jeu, ou même je suis en train de programmer, je leur dis est-ce que vous pensez à ça en français ou en anglais, on va essayer. Et voilà quoi, parce qu'en ce moment Twitch ça a la cote, et j'aime bien. Ok, c'est cool. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission, d'avoir fait le déplacement également. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour un prochain Extra Life, et on aura l'occasion, j'espère, de reparler très bientôt de Galactic Princess. Merci à tous et à très vite. Salut tout le monde.